Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou éviter le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube ou en description où il y a le timer de tous les titres dont j'ai parlé aujourd'hui. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence avec du lourd, du très très lourd. Kujo l'implacable, c'est le second tome de cette nouvelle série de Shoei Manabe, donc qui est l'auteur de Uchijima, l'usurier de l'ombre. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez l'histoire d'un prêteur sur gage japonais. C'est sombre, c'est tortueux, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais ça reste une œuvre très intéressante que je vous conseille. Kujo, c'est la version, la version légale, illégale. On va suivre un avocat véreux, un peu comme Saul Goodman, qu'on adore détester, qu'on adore adorer aussi, hein, Saul Goodman. Là, Kujo, on est un peu entre les deux, parce que il se passe des choses qui sont pas forcément reluisantes. Alors, j'avoue que ce tome-là met un peu la lumière sur un peu les gens qui gravitent autour de lui. On parle de son père, on voit son frère, on mentionne sa femme, enfin son ex-femme, parce que oui, il a beau être implacable, il s'est fait plaquer. Voilà, ça faut le dire aussi. Je crois que c'était dit dans le tome 1, c'était vite fait qu'il avait une ex-femme. Alors, j'ai un souci avec le tome, mais c'est plus moi personnellement, c'est que quand j'ai découvert Uchijima, il y avait quasiment une quarantaine de tomes. Et ce que je faisais, c'est que je regardais. Au début des tomes, il y a le sommaire avec enquête 1, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je voyais que j'avais l'enquête complète, bah, je lisais l'enquête d'un coup, enfin l'histoire de la personne. Ce qui fait que j'ai lu Uchijima histoire par histoire, parce que les histoires sont plus ou moins longues. Des fois, qui font 3-4 chapitres, d'autres qui font une dizaine, et je préfère avoir tout en tête. Bah, dans ce tome-là, il y a une enquête qui commence au chapitre 1 du tome, mais qui n'est pas terminée. Et je pense que je relirai l'histoire d'une traite pour bien apprécier beaucoup plus l'histoire, ce qui se passe dans le tome. Notamment, bah, il y a une histoire avec qui va être l'enquête, l'affaire judiciaire, où un petit vieux s'est fait arnaquer, on lui a demandé de signer, et en fait il a donné tout son héritage à des petites crapules et pas à sa famille. Donc ça, on va voir comment Kujo va sûrement faire en sorte que les criminels s'en sortent. J'ai hâte de voir ça, encore une fois d'être un peu dégoûté de la réalité, mais voilà, c'est vraiment bien et encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que comme je n'ai pas la conclusion, l'histoire complète, bah, j'ai du mal à me dire si l'histoire est bien ou pas et je pense que si c'est comme Uchijima, on aura des histoires qui vont s'étaler sur 2 tomes, pas plus, sauf vers la fin où Uchijima, je crois que le dernier arc, il fait 5-6 tomes parce que c'était le dernier arc, c'est tout. En tout cas, Kujo implacable, je conseille toujours autant, c'est très, très bien. On parle maintenant de Undead Unluck tome 11. Alors oui, je suis passé au numérique pour Undead Unluck, je te pose là. Pas parce que c'est spécialement mauvais, mais c'est vrai que la plupart des shonen que je lis, c'est des séries qui sont pas terminées au Japon, et je sais qu'ils vont durer très longtemps, et comme je dis, je me le répète, je vais déménager prochainement, vous verrez le décor va complètement changer, et bon, j'ai quand même beaucoup trop de mangas, donc je me dis ce que je vais garder en physique, c'est les œuvres que j'apprécie, où j'ai une attache particulière, ou que j'ai envie d'exposer, ou que j'aime vraiment beaucoup. Undead Unluck, c'est sympa, mais je suis arrivé à un âge avancé, pas loin des 30 ans, j'ai pas encore 30 ans, où les shonen du Jump et le shonen original me font pas autant vibrer que quand j'avais 15-20 ans. Donc ce qui fait que Undead Unluck, j'apprécie aujourd'hui, mais est-ce que dans 10 ans, j'aurais envie de les relire? Je sais pas. Voilà, donc je préfère les acheter en numérique pour pas me trimballer une série de 40 tomes et de me dire dans 40 ans, bon, bah, je vais les revendre parce que j'aime plus. Là, bon, je pourrais pas les revendre, je ferai pas de bénéfice, mais ils me prendront pas de place, physiquement. Voilà, donc c'était l'affaire. Donc pareil pour MHA, pareil pour Jujutsu et pareil sûrement pour Sakamoto que j'ai arrêté. Un peu à cause de ça, parce que ça m'avait un peu saoulé, et je pense que je reprendrai en numérique, et je revendrai les tomes que j'ai, pour les acheter peut-être un de ces 4 en numérique. Voilà, donc j'ai fait un gros aparté sur ça, alors que c'était pas le but. Le tome 11 est très très bien, alors ça clôt la méga saga autour des 4 saisons, donc avec le combat final contre Spring, sur un jeu de hasard face à Unluck, donc qui est la reine de la malchance qui te maudit, etc. C'est très très drôle. J'aime bien le fait qu'il y a un clan ninja de samouraï qui s'est perpétué une tradition d'aider Spring, etc. Et qui ont cette histoire qui est vraiment cool. Et c'est très drôle. Alors, je trouve que la série est très des fois dans les gros délires américains, séries comics.
avec les histoires de boucle temporelle, de voyage dans le temps. Dans ce tome-là, on est clairement dedans avec le fait que ah, et machin, elle est en danger, il faut qu'on revienne dans une semaine. Et donc ils font un truc, ils passent une semaine plus tard et il se passe un gros délire, notamment le fait que bah avoir gagné contre les 4 Roumas des 4 saisons, c'était bien. Mais c'était pas si bien que ça parce que finalement, il y a plus le système de rotation des 4 saisons sur Terre, ce qui fait que la Terre ne tourne plus sur elle-même, il y a plus de révolution. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas trop, le tome se finit là-dessus, et globalement on leur dit: «Vous auriez peut-être pas dû gagner, vous auriez peut-être dû, juste vous prendre une malédiction et puis basta». Donc j'ai hâte, de voir ce qui va se passer dans les prochains tomes. Surtout que je suis un petit peu au courant de ce qui va se passer, on va arriver dans, on va dire, une sorte de nouvelle grosse saga, autour de Duck. J'ai hâte d'arriver à cette partie-là où ça a l'air d'être un peu plus sérieux. Maintenant, on parle de Call of the Night, tome 5. Ce tome-là, c'est le tome qui vient marquer ce qui a été adapté en animé, avec l'adaptation animée de l'été dernier, disponible sur ADN, si ma mémoire est bonne. C'est vraiment... la saison se finissait sur, je crois, l'avant-dernier, ou vraiment 2 chapitres avant la fin, où il y a le bisou. Et à partir de là, donc les 2 derniers chapitres du tome, c'était de l'inédit. Donc le tome 6 sera du total inédit pour moi. Donc on a le personnage qui est ici, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui était l'un des 5 vampires qu'on avait croisés il y a 2 tomes. On a eu des petites histoires par rapport à eux, on a eu la blonde, enfin la fausse blonde avec décolorée, on a eu celle qui se déguisait en maid, il restait encore la grande, et une autre fille, si je dis pas de bêtises, et donc il restait ce personnage-là, et on découvre que c'est un homme. Donc c'est pour moi un des passages dans l'animé qui m'avait choqué en disant: «Ah! C'est un homme!» Et c'est surtout les propos qu'il y a derrière sur le fait de, comme le héros n'a pas forcément d'attirance sexuelle pour Asuna. C'est Asuna, je sais plus à chaque fois. Nazuna. Lui dit bah peut-être que moi, en étant un homme, je pourrais te faire découvrir c'est quoi les joies de l'amour, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant que le héros ne soit pas répulsé par rapport à ça et soit limite tenté. Et en plus le fait que voilà, ça soit une parce que je le terme est bon femboy, j'ai trouvé que tout ce qu'il y avait autour de ce personnage-là était super intéressant et je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment ça le propos de Call of the Night, c'est vraiment les sentiments amoureux d'une personne qui ne sait pas ce que c'est l'amour» et au sens large du terme. C'est pas juste l'attirance sexuelle, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est être, attiré par quelqu'un? Qu'est-ce que c'est, être amoureux? Et j'ai trouvé que ce personnage-là, ça cristallisait vraiment tous ces propos-là, de manière, vraiment super bien. Malheureusement, je vais m'arrêter là pour Call of the Night en physique, et je les prendrai en numérique, parce que j'aime bien, mais comme je viens de le dire pour Unlock, j'ai pas envie de blinder la bibliothèque de shonen, et c'est très bien Call of the Night. Je pense qu'avoir les 5 premiers tomes, ça me suffit, et le reste, ça sera en numérique, parce que j'aime bien la série, mais pas au point de l'avoir en complet dans la maison. On parle maintenant du tome 5 de Pokémon Bouclier et Épée, enfin Épée et Bouclier. Donc pour moi, c'est l'avant-dernier tome de cette saga arc de Pokémon de la Grande Aventure. Parce que déjà, dans ce tome-là, c'est la fin de l'histoire principale de Pokémon Épée et Bouclier. Donc avec le grand méchant, Eternatus, etc. On voit même les 2 frères avec la coupe en épée et en bouclier. Et il se passe un truc par rapport à Épée, qui disparaît un peu de l'histoire, et donc tout le groupe de personnages principaux, donc Bouclier, et donc bah, les gens qui avaient suivi, donc Nabil, Travis, et je sais plus son nom, la fille, la gothique, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Elle va marquer ici, c'est super. Eh ben, c'est pas grave, vous avez savez de qui je veux parler. Et en fait, ils décident de partir sur les 2 zones qui avaient été dans DLC, donc l'île Isolarmur et le mont Couronneige. Alors là, on est sur ce tome-là, ils vont sur Isolarmur, comme le DLC, c'est le premier truc, où ils vont rencontrer donc les 2 personnages qu'on avait eu dans le DLC, donc le mec psy et la fille poison, avec le Ramolos poison qui peut évoluer en Flagados poison et en Ramolos poison, etc. C'est vraiment cool, bon. Pokémon, ça reste sympathique, mais je trouve que l'arc épée bouclier en manga était pas oufissime. J'avoue que il y a des trucs qui m'ont un poil déçu. Ça va très vite par moment, malgré le fait que Pokémon épée bouclier soit pas non plus la série la plus dense qui existe. Je suis très curieux de voir comment ils vont faire pour Orange et Violet, enfin Violet et Écarlate. Voilà, en tout cas, je lirai le prochain tome qui sera normalement le dernier parce qu'ils seront en cours au neige et termineront l'intrigue principale de ce arc de Pokémon. On parle maintenant de Grand Blue, tome 15. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome 15, parce qu'on revient sur des histoires standalone. Après, on va dire un petit arc narratif autour de Shisa, Shisa et sa mère, qui était sourde, etc. Enfin, qui avait une oreille malentendante. C'était vraiment cool. Là, on vient plus sur du standalone. Alors,
y a pas mal de passages qui sont hilarants. J'aime beaucoup le fait que leur senpai cherche un emploi et qu'il simule des rendez-vous avec des RH. C'est vraiment très très drôle. J'ai beaucoup aimé le date à 5 contre 5 où personne ne veut, enfin les filles ne veulent pas chier personne et les mecs ils s'en rendent se faire des putains de films. Je trouve ça vraiment très très cool. Et bon, la fin du tome est sympathique parce que on part sur un petit développement sur Yori et Shisa qui vont partir à Okinawa ensemble, c'est ça, c'est Okinawa si ma mémoire est bonne. C'est comme ça que se finit le chapitre, enfin le tome. Ils partent, je sais plus où. Bon, ça va, il va encore y avoir des films, ça va être très très drôle. J'ai hâte de lire le prochain tome qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. C'est juste que je préfère me lire un tome là et le second, enfin le tome 16 un peu plus tard pour profiter le plus possible parce que bah vu qu'on a les tomes qui sortent 2 par 2 tous les 4-5 mois, si je lis si je lis les 2 tomes d'un coup, l'attente est beaucoup trop longue. Donc je préfère savourer les 2 tomes, même si je sais que je vais lire la semaine prochaine, hein, le prochain tome. Hein. Mais au moins je savoure un petit peu ces petits instants de plaisir qu'est Grande Blue. On parle maintenant de Oshinoko tome 4 sur... ils n'ont pas indiqué le nombre de tomes qu'il y avait complètement dans la série, alors que la série est terminée récemment au Japon. Je sais qu'il y a une vingtaine de tomes. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu mal l'augmentation des prix de la collection Tetsuo Hara. Heureusement que j'en suis pas beaucoup, j'en suis que 2 et une qui est bientôt terminée. Parce que c'est vrai que celui qui n'a lu aucune œuvre de Tetsuo Hara qui achète tout avec cette collection, mine de rien, 3 séries en même temps à 8 € pièce, ça commence à piquer un peu. Heureusement, je me dis, il n'y en a que 2 et une bientôt terminée. Alors, on va en reparler de ça en plus. Donc, dans ce tome-là, je continue à suivre Oda Nobunaga, qui part sur l'île de Kiku, enfin de Kuki, l'île de clan Kuki, où il y a le petit-fils du chef du clan qui va devenir plus tard, on nous le dit, ce sera le grand général de sa flotte à Oda Nobunaga, etc. Et on le voit, et on nous dit, lui, vous verrez plus tard, dans 8 tomes, il va revenir, ça sera un homme qui aura une grosse beubare, des pectoraux comme as, et qui fera du Hokuto Shingen, etc. Ça va être génial. Il croise aussi un personnage qui est très intéressant, parce que c'est un futur Kebukimono, qui répond au nom de Keiji, qui est donc le Keiji Maeda, qu'on a dans le manga Keiji. Donc, est-ce qu'on va avoir des crossovers avec ces séries avec 20 ans d'écart? Parce que là, je sais que Keiji Maeda, enfin, dans les tomes que je me souviens, on parle de Nobunaga, mais je crois qu'on ne le voit pas forcément tant que ça. Et il n'a pas forcément la dégaine de ce Oda-là. Mais est-ce qu'on va revoir Keiji, le enfant adulte, mais qu'il aura le physique du Keiji, du manga Keiji? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on le verrait avec sa peau de fourrure, etc. Et la même troupe qu'il a dans le manga Keiji. Si c'est ça, franchement, ça serait vraiment génial qu'il ait poussé le vice jusqu'à là, Tetsuhara. En tout cas, c'était vraiment un super tome. Il y a des passages... Alors, je sais pas depuis combien de temps il fait ça, mais il y a beaucoup de passages très plantureux, où il y a des filles... bien lotis, qui feraient rougir des personnages de One Piece, qui savent utiliser de leur charme. Notamment, il y a la Ochichi, là, qui colle toute sa poitrine et ses fesses toutes rondes sur le faux père de Oda. Et je me suis dit, waouh, il faisait pas trop ça à l'époque de Hokuto no Ken et Keiji. C'est assez déroutant de voir autant d'érotisme dans ses œuvres. Je sais pas d'où ça vient. Je suis très très surpris par ça. On passe maintenant aux éditions Nobinobi et Pika avec le tome 10 de Horimiya, alors sur 16, et alors si, je dis bien si, normalement l'édition, enfin la collection garde le rythme de un tome tous les 2 mois, dans un an, la série est terminée. L'année prochaine, à la même date, plus ou moins, Horimiya c'est terminé, on aura laissé ce tome à la maison, Mazel Tov. Alors en plus de ça, alors c'est dommage d'avoir fait ça cette année, j'aurais plutôt pensé faire ça l'année prochaine, c'est que là, cette année, à la Japan Expo, il y a les... Je sais pas si c'est les 2 auteurs ou juste le dessinateur qui vient à la Japan Expo sur le stand de Nobinobi, donc ça va être cool. Je vais essayer de faire dédicacer un tome, parce que j'avoue que sur les 3 invités pour l'instant manga, il y a Tsukasa Ojo, mais Tsukasa Ojo c'est tirage au sort, donc je sais que j'ai aucune chance ou très peu de chance. Je tenterai, mais j'y crois pas trop. Et il y a Horimiya, parce que coq de basse-cour, je m'en fous un peu. Bon, ouais, j'ai un peu arrêté la série, donc je tenterai pas. Je préfère Horimiya, je préfère une dédicace de Horimiya. Ce tome-là, donc on avait terminé le tome 9 sur la demande en mariage de Miyamura à Ori. Donc on repart. Il n'y a pas forcément de... Putain, maintenant le couple évolue. Ils en ont parlé. C'est autre chose. Et on revient sur beaucoup de tranches de vie. Vraiment, il y a pas mal de passages très 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 drôles. J'ai adoré le passage où Miyamura tape dans Ori et il dit ah, désolé d'avoir tapé dans tes côtes. Et elle dit non, c'est ma poitrine. Sauf que c'est vrai que j'avais pas forcément fait gaffe, mais c'est vrai qu'elle est plate comme une limande. Et donc il y a tout un chapitre là-dessus sur le fait qu'elle est plate comme une limande et qu'elle se morfond et qu'elle s'énerve un peu sur les autres filles du groupe qui sont toutes
bien, on va dire, voilà, qui ont de la poitrine. Et j'aime bien après, t'as la même discussion avec les garçons qui sont en train de se battre sur le fait que non, Ori enfin Kyoko, elle a un peu de poitrine. Enfin, vois, ta copine, elle est plate comme une limace et Miyamura, elle fait tout pour la défendre, sauf que c'est indéfendable. Il y a un passage qui est très drôle sur bah, ces deux-là, en fait, il y a beaucoup de passages sur eux deux, notamment comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont avoués leurs sentiments. Il y a son père qui est génial, qui croit que son fils est encore célibataire et il sait pas qu'il est avec une fille qui est hyper extravertie. Et j'espère qu'on verra la rencontre entre elle et son beau-père, enfin son futur beau-père, parce que il va sûrement faire une crise cardiaque en voyant une fille aussi extravertie avec son fils, Sengoku. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, Orimiya, c'est toujours aussi funky. Il reste plus que 6 tomes, malheureusement, et ça sera la conclusion. Alors ce qui est marrant, aussi, c'est que je me rends compte qu'il y a des chapitres dans ce tome-là, enfin notamment bah, l'histoire entre eux deux qui était dans l'animé, mais il y a plein de choses qui avaient été zappées. Et c'est impressionnant à quel point l'animé Orimiya a zappé mes 15 000 trucs. On reste sur de la romance, et cette fois on parle du tome 15 de Kaguya-sama Love is War. Donc là c'est le tome qui a été entièrement adapté avec l'animé sorti il y a quelques mois au cinéma en France. Alors, à l'exception d'une chose, c'est qu'on suit vraiment toute l'histoire de Shirogane et Kaguya, et le tome se finit vraiment à peu de choses près sur là où s'est terminé le film. Donc, en théorie, le tome 16 sera l'inédit. Sauf que il y a toute l'histoire du réveillon de Noël par rapport au point de vue de Ishigami et Miko, où ils sont invités, etc., qui n'est pas dans ce tome-là. Et au vu de la couverture du tome 16 que j'ai vu, on les voit tous les deux, on voit Miko et Ishigami. Je pense qu'on verra ça dans le tome 16, et qu'à partir du tome 17, on sera sur du total inédit. On verra des choses un peu nouvelles. En tout cas, moi qui n'ai pas les scans, qui ai découvert qu'avec l'animé, bah, je vais enfin avoir des chapitres que je ne connais pas à travers l'animé, ça va être vraiment génial. Alors, par contre, il y a un truc qui m'a un peu surpris, je pense que c'est un choix d'adaptation qui est un peu particulier, c'est que quand on retient la jaquette, il y a toujours des petites blagues, et on nous parle du fait que le 6 septembre, il va y avoir le film Kaguya-sama. Et je pense qu'à la base, ça devait être la série d'animation, parce que vu que la série ne s'est terminée au Japon, ça serait bizarre que le tome 15 parle du film. Donc je pense que là, il y a eu un choix de vouloir faire une pub sur le film. Ils auraient pu garder la série, hein. Je n'ai pas trop compris pourquoi dire que c'est un film, alors qu'en fait, clairement, je pense que dans l'édition japonaise, ça devait être le début de l'animé. Donc au moins, je me dis, quand l'animé Kaguya, la saison 1 est sorti il y a 4-5 ans maintenant, le manga est peut-être à peu près à ce moment-là. Ce qui fait que l'animé est arrivé, mais au moment où le manga était à un point d'amour et de romance, mais inimaginable. Je trouve ça vraiment super bien. En tout cas, Kaguya-sama, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, et vivement les prochains qui seront enfin pour moi de l'inédit. Dernier manga de cette vidéo avec le tome 25 de Eden Zero qui vient marquer la fin de ce méga arc contre Ziggy. On pensait qu'Erza serait la grande méchante et il se passe beaucoup trop de choses dans ce tome-là. Je le dis souvent, mais c'est vrai que là, il y a l'histoire avec Erza et Justice, ou James, qui se termine de manière à la fois mignonne, belle et dramatique, parce que ils se réconcilient et ils avouent leurs sentiments, et le croque-pitant qui passe. Et donc, c'est fini. Sauf que ça reprendra dans 250 ans. Parce que, bah, l'histoire va être un... Est-ce que leur histoire va se répéter? Est-ce qu'il va y avoir la même tragédie dans 250 ans pour eux? On sait pas, on verra dans 250 ans, si la série va jusque-là. Donc, le combat final contre Ziggy, qui était vraiment très très cool. Et, bon, alors, j'ai adoré la révélation... Enfin, Rebecca découvre qui sont ses parents, et que c'est des parents... Mais c'est des putains de cochons. Alors, on découvre toute l'histoire par rapport à la mère de Rebecca, la secte du Fire machin, je sais plus comment ça s'appelle, Fire quelque chose, Fire Cox, je sais plus. Donc d'où ça vient, etc. Par rapport à ce délire, tout un lien avec bah, le pouvoir de Rebecca, le voyage dans le temps, etc. Le Cat Slimper, si je dis pas de bêtises. C'est super ça cool. J'aime bien la dynamique entre les parents et Rebecca, qui est vraiment sympathique, les faits que c'est un peu, on dirait, des vieux darons qui veulent être cool avec leur fille, sauf qu'elle est en mode non, vous êtes trop craignos, arrêtez, et que derrière ils sont en train de jouer à qui est le plus mignon au lit. Ils veulent faire une petite sœur à Rebecca, je trouve ça génial. Et on découvre aussi enfin c'est quoi le 3173, donc qui est un chiffre qu'adore Romashika, parce que c'était le surnom, enfin le nom de code de l'héroïne Ellie, qui s'appelait Ellie 3173, et avec le délire de l'Ethereum qu'on voit dans Fairy Tail, qu'on voit dans Rave, et qui revient ici. Et ça m'a brusqué, parce que là, on revoit ce cube qu'on avait vu au début de la série, quand il y avait le premier arc où il était sur la planète, où il y avait je sais plus comment il s'appelle, scientifique, qui était avec Waze, bêtise.
Et le dernier chapitre du tome, ça va griller. Là, j'ai l'impression qu'on a reboot le temps, avec, on revient sur le chapitre 1, vraiment, c'est le même chapitre, sauf que Shiki se souvient qu'il a connu Rebecca dans une ancienne boucle temporelle. Et là, j'avoue, je sais pas où Mashima veut aller, et très perturbant, très étrange. Vivement le prochain tome. Ah oui, aussi. Alors là, j'avoue, encore une fois, j'espère qu'on aura des véritables explications avec le tome 26 ou 27. Là, on a l'histoire, on voit que Sister avait un lien avec le clown. C'est un truc que j'avais dit, c'est vraiment, j'ai l'impression que je ne peux pas m'en souvenir. Et il y avait une explication parce qu'on l'a que maintenant. C'était un scientifique qui a. Sister avait l'air malade. On sait pas ce qui s'est passé. Et maintenant, merde, est-ce que ces robots, c'est vraiment des robots? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont devenus des robots? On sait pas. Et je veux l'explication. Et ça va être un des grands mystères. J'ai hâte de découvrir ça, d'avoir le fin mot de l'histoire par rapport à ça. En tout cas, Eden Zero, vivement les prochains tomes. Et on termine la vidéo avec Jurassic League. Vous voyez Jurassic Park. Vous voyez la Justice League, ou la Ligue des Justiciers. Vous voyez la fusion des deux? C'est Jurassic League. Alors, je sais pas pour faire une pub, j'ai appris que c'était le Comité des Comics qui avait traduit le bouquin. Voilà, juste, si vous connaissez pas, c'est pour moi une chaîne préférée par rapport au monde du comics, parce qu'en fait, il sort une vidéo par semaine, c'est juste des news, alors, juste, c'est pas pour minimiser, voilà, il fait que des news par rapport au monde du comics et tout ce qui entoure, donc c'est les produits dérivés, films, séries, et les comics en eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe dans le monde du comics, surtout américain. Et moi qui suis pas forcément hyper au fait de tout ce qui se passe dans le monde du comics, bah au moins j'ai des informations, je sais ce qui se passe, je sais que tel scénariste est passé chez DC ou chez Marvel, qui vont commencer tel run sur tel auteur, et que c'est un auteur de ouf, donc tout le monde a hâte qu'ils sortent je sais pas, leur Ant-Man avec deux auteurs de ouf qui ont des styles incroyables. Donc ça permet de dire, ah, j'attends ça avec impatience, j'ai hâte de voir les retours des gens, etc. Au moins, je suis au fait de pas mal de choses. Donc, Jurassic League, maintenant, le principe, comme j'ai dit, c'est Jurassic Park, la Ligue des Justiciers. On est sur Terre, enfin, dans un des nombreux mondes du multiverse de DC Comics, sur une planète où il y a des humains et des dinosaures qui sont humanoïdes. Donc, on va suivre, par exemple, un T-Rex, dont les parents sont fait tuer par un dinosaure, et qui se déguise en chauve-souris. Il y a un Triceratops qui vit sur une île avec que des femmes, qui va se devenir une grande guerrière qui vient dans le monde des hommes. Il y a un dinosaure qui va super vite. Il y a un dinosaure qui est le maître des mers. Il y a un dinosaure qui a récupéré une lanterne verte et qui a des pouvoirs. Il y a un dinosaure qui vient d'une autre planète, qui est élevé par des humains et qui protège les humains. C'est complètement con. Voilà, genre, faut le dire. Le principe même de l'histoire, c'est complètement débile. Mais c'est cette débilité qui en fait du génie, parce que voilà, voir les personnages iconiques avec des justiciers sous forme de dinosaures, et que des fois le design des dinosaures est super bien pensé, parce que par exemple Flash, c'est un raptor. Un raptor, ça va vite, on pense au rafale, etc., au raptor. Aquaman, alors je sais plus comment il s'appelle ce dinosaure, mais c'est celui qui a un aileron. Et donc il va sous l'eau, bah tu vois l'aileron qui passe comme un requin, je trouve ça génial. Bon, Aquaman, je suis pas forcément, enfin Green Lantern, je suis pas forcément fan du design. Il y a aussi des méchants. On voit par exemple, alors je vais pas tous les citer parce que il y a du spoil quand même, il y a notamment le Joker, qui est donc un dinosaure qui crache du venin. Et ça fait sens avec le personnage qui crache son jet, etc. En plus même on les reconnaît super bien, je trouve que les designs des personnages sont super bien pensés. Il y a juste un hic pour moi dans cette série, c'est qu'il y a un chapitre qui n'est pas dessiné par le dessinateur entier de l'œuvre, et le style est tellement différent que ça saute aux yeux, et que c'est un chapitre qui est pour moi assez illisible. J'ai du mal à m'intéresser à ce qui se passait dans le chapitre, pourtant qui est très important, mais comme le style était vraiment totalement différent, ça m'a un peu brusqué. Alors, au début, je pensais que ça serait un chapitre où on se concentrait sur d'autres personnages, pour nous dire, voilà, eux, ce qu'ils faisaient pendant les 2 premiers chapitres, et finalement, non, parce qu'il y a un regroupement, et j'ai pas trop aimé. C'est le seul petit défaut. Aussi, la série finit sur une fin ouverte, sur un à suivre, point d'interrogation, mais l'œuvre se suffit à elle-même. C'est-à-dire que s'il y a une suite, on n'est pas pieds et poings liés en disant « Ah ouais, mais le méchant a dit qu'il reviendrait avec sa grande armée ». Non, le méchant est vaincu. Il y a des sacrifices héroïques aussi, et c'est tout. Et voilà, on peut se finir là-dessus, on peut poser le bouquin, dire voilà, c'était cool, c'était un petit délire, Justice League Dinosaur, c'était marrant, mais t'es pas forcément pris à la gorge en disant maintenant tu vas suivre une série de 40 tomes pour avoir la conclusion de pourquoi Batman il est en colère au chapitre 1. Donc non, ça c'est cool. En tout cas, voilà, c'était un bon petit délire que je vous conseille. Vraiment, c'est pas l'œuvre de l'année, mais voilà, si vous voulez un petit délire Jurassic Park, Ligue des Justiciers,
Jurassic League. J'ai que ça à dire. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre des commentaires, à laisser des pouces bleus, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi, sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!